Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Quand la créativité s'enroule. Très heureux de vous retrouver ici en direct de l'ESSEC de Lyon sur YouTube et Twitch. On le sait, depuis ses origines, le cinéma entretient des relations particulièrement étroites avec la littérature ainsi que d'autres médiums, proposant au public de nouvelles interprétations d'œuvres. Mais comment ces adaptations parviennent-elles à se réapproprier les œuvres d'origine sans pour autant se contenter de les copier ni de les trahir? Et pour répondre à cette vaste question, nous recevons sur ce plateau trois experts. Corinne Détombe, consultante en animation, Yves Bichet, écrivain adapté au cinéma, et enfin Marie Legac, responsable du développement chez Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Mais avant toute chose, nos journalistes sont partis à la rencontre des spectateurs du cinéma Pathé-Bellecour à Lyon afin de connaître leur rapport aux adaptations cinématographiques et on regarde ça tout de suite. Moi j'avais beaucoup aimé le livre et du coup je me suis demandé ce que ça allait pouvoir ressembler au niveau du film. Je dirais plutôt le casting parce que c'est des acteurs qui sont assez connus et que généralement j'aime bien les films qu'ils font. Le réalisateur. Je vais faire attention à qui réalise. En fait, je voulais voir si les images que je m'imaginais en tête ressortaient pareil au cinéma ou pas. C'est jamais assez fidèle. Donc le mieux, c'est que le metteur en scène et que le scénariste jouent un peu avec non pas les textes, mais avec l'ambiance, quoi. Ouais. Justement, j'aime bien quand ça part un petit peu sur une invention ou aller creuser un petit peu ce qu'on pouvait suggérer dans le livre. Que ça soit quand même un peu fidèle, mais il y a des choses qui sont moins faciles à représenter dans un film qu'on peut le voir dans un livre. Carrément. Ça m'a fait ça avec Hunger Games, ça m'a fait ça avec Le Hobbit. Oui, ça me donne envie aussi d'aller lire des classiques que j'ai pas encore lus. Non, moi ça marche plutôt à l'inverse. Si j'ai bien aimé un roman, j'ai avoir envie de voir s'il sort au cinéma. Et à l'inverse, je me dirais non, vu que j'ai vu le film. J'ai toujours adoré lire Stephen King. C'est pas parce que j'ai vu une adaptation que j'ai lu ou relu Stephen King. Ouais, carrément. J'ai l'impression qu'il y a que ça. Bah non, je dis pas spécialement, parce que moi j'en ai toujours connu, j'en ai toujours vu. Non, je ne pense pas. Il y a peut-être moins de créateurs, mais non. De retour en direct et en compagnie de notre première invitée. Bonjour Corinne Détombe. Bonjour. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter. Vous avez été pendant 10 ans en accueil de tournage sur des live-action, donc des films en prise de vue réelle. Et puis, vous êtes passé du côté de l'animation, puisque pendant 20 ans, vous avez été à la tête de projets chez Folimage, avec des dessins animés comme Ariol, Tu mourras moins bête ou encore Les Cahiers d'Esther, adaptés du coup de bande dessinée. Première question, est-ce que les réactions que l'on vient d'entendre vous surprennent ? Non, c'est assez représentatif de ce que pensent les gens, c'est-à-dire soit j'y vais parce que je connais l'œuvre préalable et je vais voir l'adaptation, soit je vais voir l'adaptation et je vais lire après. Le meilleur exemple, c'est évidemment Harry Potter, qui a fait lire des tas d'adolescents qui ne lisaient pas. Et aussi l'envie que ce soit fidèle ou pas fidèle. Alors après, ça dépend des réalisateurs. Est-ce qu'ils veulent vraiment que ça colle à l'histoire ou au contraire adapter? Souvent, on adapte un petit peu quand même. Voilà. Quelques chiffres émanant d'un rapport du CNL, donc du Centre national du livre, un rapport paru en 2025, qui dit que 14 à 17% des films sortis entre 2014 et 2021 sont des adaptations. Est-ce que vous, de votre côté, vous constatez une augmentation du nombre d'adaptations également dans le secteur de l'animation ? Dans l'animation, beaucoup. En fait, les chiffres se sont inversés. Il y a une quinzaine d'années, il y avait 30 ou 40% d'adaptations et le reste en œuvre originale. Et aujourd'hui, c'est vraiment exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'adaptations, simplement parce qu'il y a un public captif dans l'adaptation. Ça veut dire que c'est un public qui connaît les héros et qui a envie de voir ce que ça donne une fois animé. Ça intéresse aussi les auteurs, d'ailleurs, de voir leurs héros commencer à bouger. Notamment Ariol. Je me souviens que l'auteur d'Ariol, qui s'appelle Emmanuel Guibert, quand il a entendu pour la première fois la voix de son héros, Ariol, il était très étonné. Parce que quand on adapte en animation,
ben, il faut créer la voix, il faut tout créer, donc ouais, c'est intéressant. Est-ce que, selon vous, on sait, on est aujourd'hui à l'ère des plateformes, est-ce que cette tendance, elle est plutôt portée, donc cette augmentation du nombre d'adaptations, elle est plutôt portée par les diffuseurs et les plateformes à la recherche de valeurs sûres ou par les créateurs eux-mêmes qui ont envie de se réapproprier des univers existants? Alors ça dépend. Il y a des réalisateurs qui ont vraiment envie de travailler sur des adaptations parce qu'ils vont s'emparer d'œuvres écrites qui sont intéressantes. Il y a des sujets qui leur parlent. Par exemple, le long métrage qui sort en ce moment qui s'appelle Allah n'est pas obligé. C'est un long métrage adapté d'un roman. Et le réalisateur avait envie de parler de ça, des enfants soldats. Donc on peut aussi parler de choses un peu plus sérieuses, enfin adultes, puisque ce qu'on cite là, Ariol, c'est plutôt pour les enfants. Et donc c'est vrai que en réalité, ça peut être le réalisateur, ça peut être aussi des producteurs qui vont avoir une œuvre qui leur plaît, qui vont décider de confier le projet à un réalisateur. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu différent. Ça peut être aussi les éditeurs qui proposent des projets. Je pense par exemple à la série Culottée qui mettait en avant les femmes qui ont inventé des choses, etc. Donc tout est un peu possible. Mais ce qui est sûr, c'est que je dirais que les diffuseurs ont plutôt, donc les diffusions linéaires ont plutôt envie que ce soit des adaptations parce qu'il y a déjà un public, encore une fois, qui va être intéressé. Et on le sait, comme je l'ai dit, vous avez travaillé sur des adaptations de bandes dessinées. Quand on travaille en animation, est-ce que l'adaptation pose des questions différentes par rapport au film en prise de vue réelle? Alors, c'est pas tout à fait. Alors, premièrement, ce qui est important en animation, c'est de savoir quel format on va faire et à quel public on va s'adresser. En live, on s'appuie beaucoup sur un casting. En animation, on va s'appuyer sur des voix. Alors, soit on choisit des voix connues, je pense par exemple à la série Tu mourras moins bête que vous avez évoquée, qui a la voix de François Morel. C'est vrai que ça a beaucoup participé au succès de cette série. Ou alors, au contraire, on va prendre, nous par exemple sur Ariol, on prend des voix d'enfants, parce qu'on a envie que les voix soient naturelles, c'est-à-dire que les séries pour les petits, à Folimage, on a toujours voulu avoir des voix d'enfants, ce qui pose des problèmes, parce qu'il faut qu'ils sachent bien jouer. Et donc, on fait appel à des écoles de théâtre ou de théâtre d'impro, des choses comme ça. Ou alors sur des castings, parce que le casting permet aussi, en distribution, de pouvoir parler des projets. C'est-à-dire que si effectivement on a Audrey Tautou qui fait une voix d'un personnage, ce qu'on a eu dans Une vie de chat, par exemple, en long métrage, ben, ça parle au public, alors que parfois non. Donc voilà, tout dépend vraiment de la série, quel public. Si ça se prête, François Morel dans Tout le monde à moins bête, ça paraissait logique de lui faire parler, parce que c'est une série sur la science, mais c'est vraiment décalé, donc François Morel tombait très très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage, Corinne, mais restez avec nous. Car adapter, ce n'est pas seulement une question de financement ou de notoriété, c'est aussi un travail très concret, presque artisanal, où chaque détail compte. Alors comment réinterprète-t-on un personnage que tout le monde croit déjà connaître? Pour le savoir, nos journalistes sont partis à la rencontre justement d'une personne qui travaille au cœur de cette transformation artistique, Corinne Bruand, chef costumière sur le récent Dracula de Luc Besson. On regarde ça tout de suite. Dans un premier temps, je lis le scénario, je discute avec le réalisateur de sa vision du projet. Voilà. Ensuite, je me plonge dans la documentation. Quand on fait les recherches, quand on discute et qu'on fait les dessins, on essaye plein de choses. Et le rendu, en fait, pour aboutir à un dessin final, il va y avoir des phases de 10 à 20 dessins avant de dire ben, c'est celui-là qui est bien. Je pense que c'est toujours une création assez libre. Enfin, en tout cas, c'est moi je le perçois comme ça en fait. Surtout quand je travaille avec Luc, en fait, il a une vision qui est vraiment très propre à lui quand même. L'ADN de ses films, elle est reconnaissable tout de suite. C'est sur ce terrain-là en fait où on a une grande liberté parce que lui, il arrive avec une imagination, moi avec la mienne, et puis tout ça, ça fuse à un moment donné. L'idée de base, en fait, c'était pas forcément de le féminiser, mais c'était plutôt une tenue pour aller dormir, en fait. Donc il y a eu pas mal de dessins autres qui ont été réalisés.
qui marquait ça aussi. Enfin, voilà. Donc c'est pas forcément une robe, enfin elle est devenue en fait, c'est devenu un peu plus romantique avec le temps, avec les dentelles, etc. On teste dans toutes les positions possibles, imaginables, ce qui peut se produire pendant le tournage. Mais par exemple, l'armure, on l'a modifiée jusqu'au dernier jour de tournage. Parce qu'il y a toujours eu des endroits, à un moment donné, qui lui faisaient mal ou qui rentraient dans la peau. Donc on limait, on sciait, on coupait, on reponçait, on mettait des petites mousses à l'intérieur. Enfin, tout ça, ça fait partie du job aussi, du plateau. On s'inspire quand même des visuels qu'on connaît, enfin des films qui ont été faits. On s'en inspire, mais en même temps, on essaye de s'en détacher assez vite pour faire quelque chose de nouveau. J'ai vu pas mal d'images effectivement recréées avec l'IA. Alors sur le premier instant, c'est assez créatif et fantasque parfois. Mais après, je trouve que c'est très lisse, c'est toujours la même chose en fait. L'être humain est quand même capable de créer des choses tellement plus enrichissantes et créatives que c'est important de garder ça. Toujours en compagnie de Corinne Détombe, j'accueille à présent notre deuxième invité, Yves Bichet. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes écrivain, vous êtes également scénariste pour la fiction. Comme l'a évoqué Corinne Bruand dans le sujet qu'on vient de regarder, est-ce que vous partagez le même ressenti, à savoir qu'il y a toujours une part de créativité dans les adaptations ? Oh ben, évidemment, évidemment. C'est une façon de s'accaparer un texte, de le réaliser. Donc, c'est une manière de l'incarner différemment, une nouvelle façon de l'incarner et de le trahir. Moi, je suis pour la trahison. Je trouve que il ne faut pas trahir l'esprit d'un livre, mais il faut trahir le déroulé, la narration. Il faut y aller, quoi. Le réalisateur, enfin, ou l'adaptateur, ou le scénariste s'accapare un texte. C'est totalement légitime, autrement ça ne marche pas. Il ne faut pas se crisper, les auteurs ne doivent pas se crisper sur l'authenticité narrative de leur roman, me semble-t-il. Donc pour vous, le cinéma ne simplifie pas forcément une œuvre littéraire, au contraire, elle peut l'enrichir ? Ah oui, il y a des exemples. Par exemple, le Docteur Zhivago est très intéressant, c'est une des adaptations les plus pertinentes, je trouve. Le film est extraordinaire et le livre est extraordinaire. Ils sont assez différents l'un de l'autre. Voilà, c'est une question d'incarnation. Moi, je pense que c'est le mot qui convient. Et vive la trahison si on incarne différemment. Est-ce que vous êtes d'accord, Corinne, sur cet aspect ? Est-ce qu'on peut enrichir, est-ce que le cinéma peut enrichir une œuvre littéraire ? En tout cas, il y a une vraie adaptation qui se fait, notamment entre le scénariste et le réalisateur. Je pense que c'est important aussi cette rencontre entre les deux, c'est-à-dire, voilà, j'ai pris une œuvre, j'en ai fait ça, qu'est-ce que tu penses toi en tant que réalisateur ? Mais j'ai vu récemment un projet de long métrage qui est justement sur Les Misérables, mais c'est juste la première scène. Et en fait, c'est complètement une adaptation vraiment libre. Donc après, les auteurs, ils acceptent plus ou moins qu'on adapte leur... dans le cas de Victor Hugo, on ne peut pas lui demander, mais dans le cas d'Yves, je pense que toi, tu peux faire ce que tu veux. Étant donné que c'est ton œuvre, tu peux l'adapter comme tu veux en scénario. Oui, et puis on peut toujours se retirer. Hein. C'est vrai qu'il y a des auteurs qui n'aiment pas du tout ce qu'on leur propose. J'en connais plusieurs. Oui. Et qui ont toujours la possibilité de retirer leur nom et le titre de l'œuvre éventuellement. Mais ce n'est pas très fréquent. L'exemple le plus marquant, ça reste Shining, évidemment, comparé au roman le film comparé au roman du coup qui apparemment était pas très fidèle. Oui, Stephen King. Mais tant mieux. Enfin, moi, je suis pour l'infidélité, en l'occurrence. Je trouve qu'il ne s'agit pas de mettre des carcans. Si on ne va pas limiter la possibilité, le pouvoir créateur d'un réalisateur ou d'un scénariste. Pourquoi ? Un auteur va accepter que son livre soit adapté. Il a le droit de refuser. Hein, il y a plusieurs exemples. Mais à partir du moment où on accepte, il y a une sorte de prise de risque et puis de possibilité d'être surpris, d'être désarçonné.
Et comme je l'ai évoqué, vous avez donc écrit un roman, La part animale, qui a été adapté au cinéma en 2007 par le réalisateur Sébastien Jodo et dont on regarde tout de suite un court extrait. L'idéal, ça serait un centre de congélation pour le sperme. Comme ça, on aurait de la semence en réserve. On attend que le marché soit à la hausse et on vend au plus offrant. Puis sur le plan de la production, c'est révolutionnaire, ça. Yves, quand vous travaillez sur un scénario d'adaptation, vous privilégiez le fait de prendre un pas de côté par rapport à l'œuvre d'origine ou au contraire essayer de rester le plus fidèle possible? Ah ben là, en l'occurrence, c'était mon livre, hein. Donc, c'est une collaboration avec le réalisateur. Par exemple, dans ce livre, il y a un pendant humoristique. Il y a un personnage qui est drôle. Enfin, tout le monde a reconnu qu'il était très drôle et donne, par rapport au sujet général qui est assez... La part animale, c'est particulier, hein. À l'époque, on n'en parlait pas encore. Et donc, le fait de lui, le réalisateur, il n'a pas pris le côté humoristique du livre. Il ne se sentait pas de le faire. Il me l'a dit d'entrée de jeu. Moi, je ne sens pas ça. Et, OK. Donc, ça fait un film qui est plus tragique, qui est plus dramatique, qui est plus serré, qui n'a pas le pendant que j'avais mis dans le livre. Mais comme j'essayais de le dire précédemment, c'est son droit. Et le film est très intéressant. Le film j'ai trouvé passionnant, ce film, qui a été coproduit d'ailleurs par Rodolphe Cinéma. Et vous étiez co-scénariste, vous n'étiez pas tout seul à adapter du coup le scénario, c'est bien ça? Oui, enfin bon, oui, il y a toujours des co-scénaristes, mais en réalité, c'est vraiment mon adaptation, en suivant les indications du réalisateur, pour le coup. Et pour approfondir la manière dont les mots sont traduits en images, on va vous proposer un extrait justement de La part animale centré sur un élevage de dindons. Est-ce que vous pouvez, on va le voir à l'écran, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'écriture d'une scène comme celle-ci s'adapte par rapport à celle du roman, puisque dans le roman, cette scène-là, en l'occurrence, était beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, développée? Oui, alors c'est très technique, il s'agit de gens qui masturbent des dindons pour inséminer des dindes. Donc les gens, personne ne savait ça. On a beaucoup parlé de ce livre parce que ça a surpris les gens. On voit là effectivement la séquence, il est en train d'aspirer la semence, les dindons. C'est assez précis, hein. On voit assez bien comment c'est fait. Mais c'est vrai que dans le livre, pour crédibiliser tout ça, il fallait développer beaucoup plus, expliquer beaucoup plus les enjeux, pourquoi on fait ça, pourquoi on en arrive à masturber des dindons. Donc, il a préféré faire très court, Jodo. Il a bien fait. On n'a pas besoin de théorie sur l'élevage industriel au cinéma. Le propos était ailleurs. Il a maintenu, par exemple, la poésie. Alors ça, c'est capital dans le livre. Et le réalisateur s'était très culotté, a décidé de maintenir la poésie, c'est-à-dire le rapport entre la poésie et l'animalité. Spécial, ça. Hein. En parlant de poésie, on a une autre scène, un peu plus joviale, on va dire, une scène de séduction. Pareil, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment elle a été adaptée? Comment on passe des mots à l'image avec une scène comme celle-ci, une scène d'interaction entre deux personnages? On se doute aussi que dans le roman, elle était beaucoup plus développée, cette scène. Ah oui, ça y est, je me souviens. Oui, alors ce qui est bizarre dans cette aventure, c'est qu'on m'a demandé d'écrire les scènes amoureuses, les scènes de sexe. Il y en a plusieurs, celle-ci, c'est pas vraiment la plus cognée. Moi, j'estimais que c'était pas à moi d'écrire des séquences de ce genre, parce que je pensais que c'était à la réalisateur ou à la réalisatrice de s'occuper de ça. Et puis non, en fait, il y a souvent un manque d'imagination. Ça aurait été marrant de montrer une autre scène un peu plus, un peu plus énergique sur le sujet. Donc oui, j'ai été amené à écrire des scènes et j'étais bien embêté parce que je n'allais pas les tourner, parce que je n'étais pas en rapport avec les comédiens. C'est délicat, ce genre de choses. Mais enfin, je me suis coltiné et je pense que c'est... voilà. Finalement, les scènes d'amour... pour être original là-dedans, c'est pas évident. Hein, pas évident. Merci à vous, Yves, pour toutes ces réponses.
Pour aller plus loin sur l'aspect économique et financier des adaptations, nos journalistes sont partis il y a quelques semaines de cela à la rencontre de Thierry Lacaze, directeur de la distribution chez Studio Canal en France depuis 2017. On regarde tout de suite cette interview. Top. Mon travail à moi, c'est de dire, voilà ce que vaut sur le marché actuel ce film-là. Et que pour faire les entrées que j'estime nécessaires sur ce film-là, j'ai besoin, en plus du minimum garanti qu'on met sur le film, de dépenser tant de frais d'édition pour que ce film puisse exister auprès du grand public. Sur l'adaptation, c'est un marché, j'ai l'impression, qui est en pleine dynamique. Dès qu'un livre sort, dès qu'un livre fonctionne, il y a tout de suite des producteurs qui très très vite mettent des options sur ces livres-là. Je parle des livres contemporains, avant même qu'on sache qui va les adapter, comment les adapter, ni même pour savoir s'il y a un marché derrière. Sur la base de chiffres, évidemment, on se dit qu'il y a quelque chose qui plaît au grand public quand un livre a extrêmement, ou une pièce de théâtre a extrêmement bien marché. Je sais pas, il y a un film qui vient de sortir, qui s'appelle Chers parents, que SND a sorti, à la tête d'une pièce de théâtre qui a cartonné, qui a été jouée, je crois, au Théâtre Saint-Georges pendant 3, 4, 5 ans, je sais même plus combien de temps. On se doutait que l'adaptation de cette pièce-là allait fonctionner. En tout cas, on le sait qu'il y a un terreau qui fait que des gens ont déjà entendu parler, si ce n'est de ce film-là, en tout cas de ce titre-là, et donc de ce sujet-là. Donc on se base effectivement là-dessus pour commencer à faire nos chiffres. C'est pas plus ou moins risqué, c'est-à-dire qu'il y a en plus, quand un livre marche bien, il y a déjà l'avis que les lecteurs se sont faits de ce film-là, donc de ce livre-là. Donc malheureusement, souvent, on ne peut que décevoir le lecteur. Ou alors ces livres sont plus méconnus, et auquel cas c'est tout aussi difficile, voire même tout aussi risqué, pour répondre à votre question, de faire une adaptation qu'un scénario original, puisque les gens à qui vous faites lire ne connaissent pas le dit scénario. Je peux donner un exemple d'un film qui vient de sortir, qui est À pied d'œuvre de Valérie Donzelli, adapté d'un roman. Le roman avait marché, mais n'était pas si connu que ça. Valérie Donzelli en a fait son œuvre. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'un auteur, quel qu'il soit, prend le risque d'une adaptation en voulant s'approprier ce matériau pour en faire le sien. Donc c'est risqué, mais c'est pas plus ou moins risqué. Faire un film est un risque, de toute façon. Bon, mon souci n'est pas que ce scénario soit fidèle à un livre ou une pièce. Mon souci est vraiment de me dire, voilà comment on va vendre ce film au grand public et voilà comment on va faire en sorte que les gens se déplacent de chez eux pour aller voir un film en salle de cinéma. De retour, toujours en compagnie de Corinne Détombe et de Yves Bichet, j'accueille à présent notre dernière invitée. Bonjour Marie Legac, merci d'être avec nous. Merci à vous. Comme je l'évoquais en introduction, vous travaillez chez Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma en tant que directrice du développement. Avant de rebondir sur les propos de Thierry Lacaze qu'on vient de regarder, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de cette structure qui, depuis quelques années, participe grandement au rayonnement du cinéma français ? Oui, écoutez, nous, on est une structure qui existe depuis 35 ans, qui a été créée par Roger Planchon. C'est-à-dire qu'on coproduit 12 à 15 longs métrages par an. Ce sont des longs métrages qui se tournent en région Auvergne-Rhône-Alpes ou qui se fabriquent quand c'est des films d'animation. On a collaboré pendant de nombreuses années avec Corinne Détombe. Et donc, on accompagne financièrement ces projets à l'étape de la production, mais également à l'étape du développement. Le développement, c'est toute la partie qui est en amont, l'écriture, le repérage, la documentation, les recherches graphiques. Donc, on intervient à ce stade-là aussi des projets quand ils sont encore très fragiles. Et pour revenir sur le sujet des adaptations, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Thierry Lacaze, notamment sur le fait qu'une adaptation n'est pas spécialement moins risquée à produire qu'une œuvre originale ? En fait, c'est de produire un film aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et une adaptation, ça peut rassurer, peut-être les diffuseurs, les plateformes, parce qu'il y a un succès déjà qui existe, mais aujourd'hui, de toute façon, produire un film, que ce soit une création originale ou une adaptation, c'est une prise de risque. Vous êtes d'accord, Yves, avec les propos de Thierry Lacaze ? Oh oui. Et vous, Corinne ? Moi, je suis d'accord avec ce que dit Marie. Faire un film, c'est prendre des risques. C'est ça qui est bien, d'ailleurs.
Chez Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, qu'est-ce qui vous décide à financer un projet plutôt qu'un autre? Alors déjà, toutes les décisions sont prises par des professionnels qui se réunissent sur une journée, qui ont lu les 15-20 projets qui sont déposés et qui sont soit à l'étape du développement, soit à l'étape de la production. Le développement, on est soit sur un traitement, soit sur un scénario, et avec des enjeux, avec une promesse d'écriture, une promesse de film. Et pour ce qui est la production, on a à la fois la partie artistique, donc le scénario, mais également tous les éléments financiers de fiabilité en fait. Parce qu'évidemment, comme on investit de l'argent, qui est en plus de l'argent public, qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du CNC, évidemment, on a intérêt à ce qu'on l'investisse au bon endroit et sur un film qui va se faire. Parce qu'il y a beaucoup de fragilité, même jusqu'au dernier moment sur les films. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, adapter un succès littéraire, ce n'est pas forcément synonyme d'un succès économique à l'arrivée pour un film. Non, parce qu'en fait, c'est jamais acquis que le public d'une œuvre littéraire suive en fait sur une œuvre une œuvre cinématographique. Souvent, on se pose la question, par exemple sur des adaptations. Enfin, on parlait tout à l'heure en loge des légendaires, par exemple, qui est un gros succès de BD. Et en fait, le film n'a pas très bien marché. En fait, j'ai pas les chiffres exacts, mais le film n'a pas très bien marché. Donc parfois, c'est compliqué qu'un public qu'on a sur une œuvre littéraire se reporte sur une œuvre cinématographique. C'est pas acquis. Et je vais vous poser la même question que j'ai posée à Corinne. Si on regarde l'industrie de plus haut au niveau national, est-ce que vous, de votre côté, vous constatez une augmentation du nombre d'adaptations? Alors, je n'ai pas de chiffres exacts, mais je pense que oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'adaptations. Je pense que ça rassure les financeurs. Parmi les financeurs, il y a les chaînes de télévision, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'adaptations. Plus en tout cas qu'à un moment. Et comment vous trouvez l'équilibre entre soutenir des œuvres originales et accompagner des adaptations? Est-ce qu'il y a un équilibre qui se fait quand vous décidez des projets? Jamais d'équilibre. Les membres du comité, c'est avant tout le scénario, que ce soit adapté ou pas, c'est artistique en fait. C'est l'œuvre artistique du film qui est encore à faire, mais c'est ça qui va le faire qu'ils vont s'engager sur le projet. Mais pas le fait que ça vienne ça soit une adaptation ou une œuvre originale. On arrive déjà sur la conclusion de cette émission. Je vais vous laisser à chacun un petit temps de parole pour conclure, pour synthétiser tout ce que l'on vient de dire sur les adaptations. Je commence par vous, Corinne. Est-ce que vous avez une phrase un petit peu pour conclure, pour résumer? Non, j'en ai pas. À part dire que je suis ravie d'être venue ici et que merci à l'ESSEC de nous avoir invités. Sur cette thématique-là, on peut passer une journée entière à en parler parce qu'il y a plein de sujets et qui sont très intéressants. Et je précise aussi qu'à Villeurbanne, en ce moment, il y a une fête du livre jeunesse. Donc c'est le moment jamais d'aller piocher là-bas et d'aller découvrir des œuvres qui vont être adaptées ensuite en animation. Yves Bichet, quelques mots? Oui, peut-être qu'il faut dire ou redire que pour un auteur, être adapté, c'est quand même le jackpot financier, mine de rien. On imagine que les auteurs vivent de leurs livres. Il n'y en a quasiment aucun, enfin c'est une poignée. Et si un livre est adapté en série ou au cinéma, d'un seul coup, il y a une vraie respiration pour les auteurs. Donc ça permet d'écrire de nouveaux livres. Il y a un tandem qui est assez formidable. Marie Legac? Moi, je pense qu'il faut accepter la trahison d'une œuvre. Donc ça, c'est un point important. Et moi, je pense qu'aussi, c'est très intéressant aujourd'hui de voir des œuvres classiques qui sont réadaptées au cinéma ou à la télévision, parce qu'il y a tout un public plus jeune qui ne les a pas lues, et je trouve que c'est une manière d'intéresser vers des œuvres classiques. Nous, par exemple, on a coproduit là une série, puisqu'on fait aussi de la coproduction de séries, Le Rouge et le Noir, qui va sortir pour France Télévisions, 4 épisodes de 45 minutes. Et moi, je trouve ça bien aussi aujourd'hui constamment aller chercher même des œuvres classiques pour adapter, en fait, les adapter au cinéma ou à la télé. Merci beaucoup à vous trois pour cet échange passionnant. Merci. C'est la fin de cette émission. Je tiens encore à remercier les invités pour leurs réponses qui ont permis d'approfondir le sujet. Demain, rendez-vous pour la dernière journée des directs 2026 avec dès 11h, petite pause présentée par Lucas Joliva qui nous parlera pour le coup d'un sujet beaucoup plus scientifique puisqu'il nous parlera de la dopamine et de l'impact des écrans sur notre cerveau. Donc rendez-vous demain 11h. Merci aux étudiants de l'ESSEC de Lyon, aux étudiants de 2e année qui ont permis la réalisation de cette émission. Tout de suite, retrouvez Tie Time, le late show de Quand la créativité s'enroule. Merci à tous, bonne journée et bon appétit.